À 86 ans, Claudia Cardinal, l'icône absolue, la beauté sauvage du cinéma italien, a enfin laissé tomber le voile. Toute sa vie, le monde l'a vue comme l'objet de désir ultime, la partenaire à l'écran des plus grands séducteurs du siècle. Alain Delon, Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo, Burt Lancaster, Henry Fonda, ils ont tous partagé l'affiche avec elle, alimentant des décennies de rumeurs et de fantasmes. Mais derrière cette image glamour, derrière les flashs du Festival de Cannes et les chefs-d'œuvre de Visconti et Fellini, se cachait une vie marquée par un secret terrible, un drame personnel si profond qu'il a défini toute son existence. Une vie de douleur, de mensonges imposés et de chagrins silencieux. Aujourd'hui, avec la sagesse de ses 86 ans, Claudia Cardinal a enfin révélé la vérité. Le plus grand amour de sa vie, le seul homme qui ait jamais vraiment compté, n'était pas l'une de ces légendes d'Hollywood ou de la Sin City. Alors, qui est cet homme? Pourquoi a-t-elle gardé ce secret si précieusement enfoui pendant près d'un demi-siècle? Et comment ce secret est-il lié au traumatisme qui a failli briser sa vie avant même qu'elle ne commence? Préparez-vous à découvrir l'histoire que Claudia Cardinal n'a jamais vraiment racontée. Une histoire de survie, de résilience et d'un amour si puissant qu'il a pu guérir les blessures les plus profondes. Si vous êtes prêt à voir au-delà de l'icône, restez avec nous. Et si vous aimez les histoires vraies qui révèlent l'humanité derrière les légendes, nous vous serions très reconnaissants de nous encourager avec un petit j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide énormément. Notre histoire ne commence pas à Rome ou à Paris, mais à Tunis, plus précisément à la Goulette, le port de Tunis, le 15 avril 1938. C'est là que naît Claude Joséphine Rose Cardinal. Et premier détail crucial, elle n'est pas française, et pas tout à fait italienne. Elle est née de parents siciliens, mais sur le sol tunisien, qui est alors un protectorat français. Elle grandit en parlant français, arabe tunisien et le dialecte sicilien de ses parents. L'italien? Elle ne l'apprendra que bien plus tard, et avec un accent français rocailleux qui deviendra l'une de ses marques de fabrique, souvent doublée dans ses propres films italiens à ses débuts. La jeune Claude est un garçon manqué. Elle est sauvage, indépendante, elle préfère grimper aux arbres et jouer au football avec les garçons plutôt que de jouer à la poupée. Elle est belle, d'une beauté déjà frappante, mais elle n'en a pas conscience, ou plutôt, elle s'en moque. Elle rêve de devenir exploratrice, de parcourir le Sahara, pas de devenir actrice. Le cinéma, pour elle, c'est lointain, c'est un rêve pour les autres. Mais le destin, parfois, est un farceur impitoyable. En 1955, Claudia a 17 ans. Un concours de beauté est organisé à Tunis, la plus belle italienne de Tunis. Claudia n'a aucune intention d'y participer. Elle s'y rend en tant que spectatrice, avec sa mère. Mais sa beauté est telle qu'elle est remarquée. On la pousse sur scène, presque contre son gré. Elle est mal à l'aise, elle porte une simple robe, elle ne sait pas comment se tenir. Et, à la surprise générale, elle gagne. Le prix n'est pas une couronne en toque. C'est un voyage tout frais payé au Festival du film de Venise. Pour la jeune fille de la Goulette, c'est un autre monde. Elle est jetée dans la fosse aux lions, entourée des plus grandes stars et des producteurs les plus puissants. C'est un choc culturel. Les réalisateurs et les producteurs la remarquent immédiatement. Ce n'est pas une beauté lisse et parfaite, c'est une beauté sauvage, magnétique. On lui propose des contrats, des essais. Mais Claudia est terrifiée. Elle se sent comme un animal en cage. Elle ne parle pas un mot d'italien. Lors d'une réception, se sentant observée, jugée, elle panique. Elle s'enfuit de la fête, court à son hôtel, fait ses valises et prend le premier avion pour retourner à Tunis. Elle dira plus tard, « Je ne voulais pas de ce monde. Je voulais rentrer chez moi. » Elle pensait avoir échappé à son destin. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. De retour à Tunis, elle essaie de reprendre sa vie normale, ses études. Mais quelque chose a changé. Et c'est ici que l'histoire glamour bascule dans la tragédie la plus sombre. C'est un chapitre de sa vie qu'elle a caché pendant des décennies, une blessure si profonde qu'elle ne s'est jamais vraiment refermée. À l'âge de 17 ans, peu après son retour de Venise, Claudia vit un événement qui va sceller son avenir. Ce n'est pas une audition, ce n'est pas une rencontre amoureuse. C'est un drame. Un soir, elle est abordée par un homme, un Français, bien plus âgé qu'elle, qui la force à monter dans sa voiture. Ce qui suit est un acte d'une violence inouïe. Elle est violée. Imaginez la scène. Nous sommes dans les années 1950, dans une société tunisienne encore très conservatrice. Le déshonneur est total. Claudia est brisée, terrifiée, et surtout, elle est seule. Elle n'ose en parler à personne. Pas à ses parents, des Siciliens stricts pour qui l'honneur de la famille est primordial. Pas à ses amis. Elle s'enferme dans le silence, un silence de plomb. Les semaines passent, et l'horreur se double d'une panique. Claudia découvre qu'elle est enceinte. C'est un cataclysme. À 17 ans, victime d'un crime odieux, elle se retrouve porteuse d'un enfant, sans personne vers qui se tourner.
L'avortement est impensable, illégal et dangereux. L'abandon? Le scandale? Le suicide? Toutes ces pensées sombres la hantent. Elle dira bien plus tard, j'ai été blessée trop tôt. Cette violence a changé le cours de toute ma vie. Cette phrase est la clé pour comprendre toute la femme, toute l'actrice, et surtout, toute son histoire d'amour. La méfiance envers les hommes, cette mélancolie dans son regard, cette force de caractère, tout vient de là. C'est dans cette situation désespérée que le cinéma va refaire irruption, mais cette fois, comme un pacte faustia. Les producteurs italiens qui l'avaient remarqué à Venise n'ont pas oublié ce visage unique. Ils la recontactent. L'un d'eux, un producteur puissant nommé Franco Cristaldi, insiste. Il veut la faire signer. Claudia voit en lui non pas un mentor, mais une bouée de sauvetage. Elle accepte de le rencontrer, mais elle doit lui avouer la vérité. Elle est enceinte. Pour n'importe quel autre producteur, l'histoire se serait arrêtée là. Une jeune inconnue, enceinte, sans être mariée? C'était la fin de toute carrière possible. Mais Cristaldi n'est pas n'importe qui. Il voit le potentiel brut de Claudia. Il voit l'icône en devenir. Et il flaire l'opportunité. Il lui propose alors un marché qui va la sauver matériellement mais l'enchaîner psychologiquement pendant 20 ans. Il prendra tout en charge. Il financera sa carrière, il fera d'elle une star. Mais il y a une condition, non négociable. Personne ne doit jamais savoir pour l'enfant. Personne. Le plan est méticuleux, et d'une cruauté absolue. Claudia est envoyée à Londres, officiellement pour apprendre l'anglais. Loin des regards, loin des journalistes, elle accouche dans le secret le plus total d'un petit garçon, qu'elle nomme Patrizio. Immédiatement après la naissance, l'enfant lui est retiré et placé dans une famille d'accueil en Angleterre, tandis qu'elle-même est sommée de retourner en Italie pour commencer sa carrière, comme si de rien n'était. Pouvez-vous imaginer la douleur? Devenir mère dans de telles circonstances, et devoir abandonner son enfant quelques jours après sa naissance pour aller sourire devant des caméras? C'est le début de ce que Claudia appellera la grande mascarade. Franco Cristaldi, devenu son producteur attitré, par la force des choses, son compagnon officiel, ils se marieront bien plus tard, en 1966, orchestre tout. Il gère son image, ses contrats, sa vie. Il est son Pygmalion et son geôlier. Le contrat qu'elle signe avec sa société, la Vid Cinematographica, est l'un des plus stricts de l'histoire du cinéma. Il régit son poids, ses choix vestimentaires, ses fréquentations. Et bien sûr, il contient une clause de silence absolue sur sa vie privée. Mais que faire de l'enfant? Patrizio grandit. Cristaldi décide de le rapatrier en Italie. Mais comment justifier sa présence? C'est là que le mensonge prend une tournure encore plus déchirante. L'histoire officielle, celle qui sera servie à la presse et au monde entier, est que Patrizio est son jeune frère. Pendant près de 20 ans, Claudia Cardinal va vivre ce mensonge au quotidien. Elle élève son propre fils en lui faisant croire qu'elle est sa grande sœur. Elle le voit grandir, mais ne peut pas le serrer dans ses bras comme une mère. Elle est la sorella, la sœur, qui part tout le temps en tournage. Patrizio grandit dans l'ombre de cette star mondiale, ne comprenant pas pourquoi cette sœur est si célèbre, et pourquoi elle semble si souvent triste en le regardant. Cette dualité va forger la Claudia Cardinal que nous connaissons. D'un côté, à l'écran, elle explose. Elle tourne le pigeon de Monicelli, un triomphe. Elle est belle, solaire, pleine de vie. De l'autre, en privé, elle vit un drame silencieux. Cette blessure originelle, cette violence, et ce mensonge quotidien créent en elle une forteresse. Elle se méfie de tout le monde. Elle n'accorde sa confiance à personne. Elle dira, j'ai construit un mur autour de moi. Si vous trouvez cette histoire de résilience face à l'adversité aussi bouleversante que nous, pourriez-vous s'il vous plaît nous le montrer en laissant un petit j'aime? C'est un geste simple qui nous motive à continuer de partager ces récits extraordinaires. C'est dans ce contexte psychologique que sa carrière va atteindre des sommets vertigineux. Et c'est là qu'interviennent les hommes qui, aux yeux du public, étaient les amours de sa vie. Le début des années 60 est une course folle. Claudia est partout. Franco Cristaldi la pousse, la façonne. Mais il ne peut pas contrôler son talent brut. Deux génies absolus du cinéma vont la révéler au monde, Luchino Visconti et Federico Fellini. Et ils vont le faire, en même temps. En 1963, c'est l'année de la consécration. Elle tourne deux chefs-d'œuvre immortels qui sortent à quelques mois d'intervalle, Le Guépard de Visconti et 8 et demi de Fellini. C'est un grand écart artistique total. Commençons par Le Guépard. Visconti, l'aristocrate communiste, le perfectionniste absolu, veut Claudia pour le rôle d'Angelica. C'est le symbole de la nouvelle bourgeoisie, une beauté terrienne, solaire, qui va séduire le jeune prince joué par Alain Delon et éclipser la vieille aristocratie. Sur le plateau, l'ambiance est électrique. Le film est une production colossale. Et puis, il y a Alain Delon. L'alchimie entre Delon et Cardinal est évidente.
Elles crèvent l'écran. Ils sont jeunes, magnifiques, au sommet de leur article. La presse s'enflamme. Delon est le plus grand séducteur de l'époque, il vient de rompre avec Romy Schneider. Évidemment, le monde entier est convaincu qu'ils sont amants. Leur regard dans le film, leur rire en dehors, tout semble le confirmer. Pendant des décennies, cette rumeur va leur coller à la peau. Mais quelle était la vérité? Claudia, bien plus tard, sera très claire à ce sujet. Avec Alain, c'était une amitié incroyable. Une fraternité. On se comprenait sans se parler. On a fait beaucoup de films ensemble, on s'amusait comme des fous. Mais il ne s'est jamais rien passé. Delon lui-même confirmera, d'une certaine manière. Ils étaient trop similaires. Deux fauves, deux solitaires. L'amitié était plus forte, plus pure. Mais la rumeur, elle, a servi le film et a construit la légende. Sur ce même plateau, il y a une autre légende, Burt Lancaster, le prince de Salina. Un géant d'Hollywood. Il est fasciné par cette jeune Italienne qui lui tient tête. Une amitié profonde naîtra, respectueuse, presque paternelle. Et puis, il y a Fellini. Au même moment, Fellini la réclame pour 8 et demi. C'est l'opposé de Visconti. Autant Visconti est précis, historique, contrôlé, autant Fellini est un rêveur, un chaotique, un magicien. Il ne veut pas la vraie Claudia. Il veut son fantasme. Dans 8 et demi, elle joue Claudia, l'apparition, la muse, la femme idéale qui descend d'une voiture blanche, incarnation de la pureté et du salut pour le réalisateur en crise joué par Marcello Mastroianni. Et là encore, la machine à rumeurs s'emballe. Mastroianni, l'amant latin par excellence. Leur complicité est évidente. Il est drôle, elle rit. Comment ne pas succomber? Encore une fois, la réponse de Claudia est sans appel, Marcello? C'était comme un frère. On ne pouvait pas être plus amis. On riait tout le temps. Il m'appelait la petite Tunisienne. Il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté. C'est fascinant. Le monde la voit comme la muse de Mastroianni et l'amante de Delon. En réalité, elle est l'amie de l'un et la sœur de l'autre. Pourquoi? Parce que le mur est toujours là. La blessure de ses 17 ans, le contrôle permanent de Cristaldi. Elle ne fait confiance à personne. Elle travaille, elle sourit pour les photos, mais son cœur est verrouillé. Cette période est aussi celle de ses aventures américaines. Elle tourne La Panthère Rose avec David Niven. Elle tourne Les Professionnels avec Burt Lancaster et Lee Marvin. Elle rencontre Marlon Brando. On lui prête une liaison avec Warren Beatty. Elle rit de ses rumeurs. Elle est à Hollywood, mais elle n'est pas d'Hollywood. Elle refuse de signer les contrats de 7 ans qui la lieraient au studio. Elle refuse de changer son nom. Elle refuse de se faire refaire le nez ou de changer sa voix. Elle dira, je n'ai jamais voulu être une star américaine. Je suis une actrice européenne. Elle impose son indépendance, du moins celle que Cristaldi lui autorise. Mais le mensonge commence à peser de plus en plus lourd. Patrizio grandit. Il a maintenant une dizaine d'années. Il devient un adolescent difficile, rebelle. Il sent que quelque chose cloche. Il ne comprend pas cette sœur qui est à la fois si proche et si lointaine. Il lui en veut. Il se sent abandonné. Pour Claudia, chaque regard de son fils est un coup de poignard. Le poids du secret devient insupportable. Dites-nous en commentaire quel est votre film préféré de Claudia Cardinal. Est-ce Le Guépard, 8 et demi, ou peut-être un autre? Nous adorons lire vos souvenirs de cinéma. La fin des années 60 et le début des années 70 marquent un tournant. Claudia est au sommet de sa gloire. En 1968, elle tourne un autre chef-d'œuvre absolu, peut-être son rôle le plus emblématique, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Elle est Gilles Mseba. Le seul personnage féminin central dans un univers d'hommes brutaux. Et quelle femme! Elle arrive dans l'Ouest, pleine d'espoir, pour découvrir que toute sa nouvelle famille a été massacrée. Elle dira, je n'ai jamais voulu être une star américaine. Je suis une actrice européenne. Elle impose son indépendance, du moins celle que Cristaldi lui autorise. Mais le mensonge commence à peser de plus en plus lourd. Patrizio grandit. Il a maintenant une dizaine d'années. Il devient un adolescent difficile, rebelle. Il sent que quelque chose cloche. Il ne comprend pas cette sœur qui est à la fois si proche et si lointaine. Il lui en veut. Il se sent abandonné. Pour Claudia, chaque regard de son fils est un coup de poignard. Le poids du secret devient insupportable. Dites-nous en commentaire quel est votre film préféré de Claudia Cardinal. Est-ce Le Guépard, 8 et demi, ou peut-être un autre? Nous adorons lire vos souvenirs de cinéma. La fin des années 60 et le début des années 70 marquent un tournant. Claudia est au sommet de sa gloire. En 1968, elle tourne un autre chef-d'œuvre absolu, peut-être son rôle le plus emblématique, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Elle est Gilles Mseba. Le seul personnage féminin central dans un univers d'hommes brutaux. Et quelle femme! Elle arrive dans l'Ouest, pleine d'espoir,
pour découvrir que toute sa nouvelle famille a été massacrée. Elle se retrouve seule, propriétaire d'un lopin de terre que tout le monde convoite. Elle ne fuit pas. Elle reste. Elle se bat. Elle construit. C'est un personnage d'une résilience incroyable. Leur relation défie toutes les conventions. Ils ne se marieront jamais. Claudia, échaudée par son mariage contrat avec Cristaldi, ne veut plus jamais signer de papier. Elle dira cette phrase magnifique, « Je n'ai pas besoin d'un contrat pour être fidèle. Je suis la femme d'un seul homme. » Et cet homme, c'est Pasquale. Leur amour n'est pas un long fleuve tranquille. Ils sont tous les deux des personnalités fortes. Ils s'engueulent, ils se réconcilient. C'est une passion à l'italienne, pleine de bruit et de fureur, mais aussi d'une tendresse infinie. Schittieri est un homme possessif, un macho napolitain, mais il a un respect immense pour elle. Elle s'installe à Paris, il reste souvent à Rome. Ils vivent un amour moderne avant l'heure, fait de séparation et de retrouvailles intenses. Elle dira, c'est peut-être ça, le secret de notre longévité. On ne s'est jamais lassé. Pendant ce temps, les rumeurs sur Delon et les autres se sont tues. Le monde voit Claudia Cardinal comme une femme posée, une grande dame du cinéma, une mère de famille. Mais peu de gens comprennent vraiment la nature du lien qui l'unit à Schittieri. Pour le grand public, il reste le réalisateur italien avec qui elle vit. Il n'a pas l'aura de Delon ou de Mastroianni. Et c'est précisément pour cela qu'il est l'homme de sa vie. Il n'était pas en compétition avec son image. Il était son partenaire. Il était son refuge. Il était celui qui connaissait la vérité sur le drame de ses 17 ans, celui qui l'avait aidé à se reconstruire. Les années passent. Claudia continue de tourner. Moins de blockbusters, plus de films d'auteur. Elle travaille avec Werner Herzog dans le film Fou Fitzcarraldo, elle retourne en Tunisie pour tourner Un été à la Goulette. Elle devient ambassadrice de l'UNESCO pour les droits des femmes, une cause qui lui tient à cœur, elle qui a tant souffert de la violence et de la domination masculine. Sa relation avec Pasquale évolue. Après 26 ans de vie commune intense, ils décident de se séparer en tant que couple, au milieu des années 2000. Mais c'est une séparation sans drame, sans amertume. Ils cessent d'être amants, mais ils ne cessent jamais d'être une famille. Ils continuent de se voir tous les jours. Ils habitent à Paris, dans le même immeuble, à des étages différents. C'est la plus belle forme d'amour, dira-t-elle. L'amour qui se transforme en tendresse absolue, en amitié indéfectible. Pasquale, c'est ma famille. C'est l'homme de ma vie. Cette déclaration, elle l'a fait déjà de son vivant. Mais c'est après sa mort qu'elle prendra tout son sens. En février 2017, Pasquale Schittieri s'éteint à Rome, à l'âge de 78 ans, des suites de complications respiratoires. Pour Claudia, c'est un séisme. Même s'il n'était plus un couple au sens traditionnel, il était son pilier, son confident, le père de sa fille, son complice de toujours. Lors des funérailles, elle est là, digne, mais dévastée. Le monde du cinéma italien est présent pour saluer ce réalisateur engagé. Mais tous les regards sont tournés vers elle, la cardinale, qui pleure l'homme qu'elle a aimé pendant plus de 30 ans. C'est après sa disparition que les journalistes, préparant des rétrospectives sur sa vie à l'approche de ses 80 ans, lui reposent l'éternelle question. Avec le recul, Claudia, tous ces hommes, Delon, Mastroianni, Lancaster, qui avez-vous vraiment aimé? Et c'est là que la confession, si longtemps murmurée, devient une déclaration éclatante. Elle ne laisse plus planer aucun doute. Dans son autobiographie Mes étoiles et dans de nombreuses interviews, elle met les points sur les i. Je n'ai jamais eu la vie amoureuse aventureuse que les gens imaginaient, avoue-t-elle. J'ai été blessée trop tôt, et cela m'a rendue méfiante. Delon, c'était un frère. Marcello, un ami. Mon premier mari, Cristaldi, c'était un producteur, un protecteur, mais ce n'était pas de l'amour. C'était un contrat. Elle ajoute alors, avec une émotion palpable, le seul et unique grand amour de ma vie, c'était Pasquale Schittieri. Le seul. J'ai été la femme d'un seul homme. À 86 ans, la boucle est bouclée. L'homme que le public connaissait le moins était celui qui comptait le plus. Ce n'était pas le fantasme à l'écran, ce n'était pas la superstar. C'était l'homme qu'il avait vu, qu'il avait comprise, et qu'il avait aimé pour ce qu'elle était, non pas l'icône, mais Claude, la femme résiliente de Tunis. Il l'a aimée après son traumatisme, il a compris son combat pour son fils Patrizio, et il lui a donné une seconde famille, une seconde maternité, apaisée et joyeuse, avec leur fille Claudia. Aujourd'hui, Claudia Cardinal vit toujours à Paris, près de ses enfants. Elle est l'une des dernières légendes vivantes de cet âge d'or. Elle n'a jamais cédé à la chirurgie esthétique. Sa beauté s'est transformée, mais son regard a gardé cette intensité unique. Et sa voix, cette voix rauque et profonde qu'on a si souvent voulu gommer au début de sa carrière, est devenue sa signature, le son même de la sagesse et de la résilience. L'histoire de Claudia Cardinal n'est pas une simple romance. C'est une leçon de vie.
C'est l'histoire d'une femme qui a été victime de la pire des violences, qui a été forcée de vivre un mensonge pendant 20 ans, mais qui a trouvé en elle la force de survivre, de devenir une icône, de briser ses chaînes, et de s'offrir, enfin, le droit d'aimer et d'être aimée. Elle a transformé la page la plus sombre de sa vie en un destin lumineux. Le monde voulait voir en elle une séductrice, une collectionneuse d'hommes célèbres. La vérité était bien plus profonde, et bien plus belle. Elle était la femme d'un seul homme. Et son nom était Pasquale Schittieri. Que pensez-vous de cette histoire et de la confession de Claudia Cardinal? Pensez-vous que le véritable amour est souvent celui qu'on attend le moins, loin des feux de la rampe? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette plongée dans la vie secrète de Claudia Cardinal vous a touché, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos prochaines histoires sur les légendes du cinéma. Merci de nous avoir rejoints, et à très bientôt.